Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Pour ce 33e épisode de La Page Sensible, je vous propose un format un petit peu différent de d'habitude, parce que les 2 derniers épisodes étaient des interviews, et du coup j'ai pas pu vous raconter ce qui se passait de mon côté niveau écriture, notamment, alors que ça a été un printemps vraiment plein de rebondissements. Je vous propose donc de laisser un peu la lecture de côté, et aujourd'hui de parler surtout d'écriture et aussi de publication. Donc on va évoquer en vrac un appel à texte pour des romans épistolaires, un concours de manuscrits, une retraite d'écriture dans l'Hérault, un changement de titre et surtout une très grosse décision pour la publication de mon premier roman. Le dernier épisode où je vous ai donné des nouvelles côté écriture date quand même d'il y a 4 mois parce que là j'enregistre fin juin et il date de mi-février. Et la raison pour laquelle je ne vous ai pas donné de nouvelles, c'est que donc entre-temps, j'avais enregistré 2 super interviews dans le cadre du Printemps du livre de Grenoble. Je dis super interview, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est juste parce que j'ai vraiment adoré parler avec d'un côté Sylvain Prudhomme et de l'autre avec Julia Mali. C'était vraiment des chouettes moments. J'espère que vous avez eu des plaisirs à écouter ces interviews autant que moi j'en ai eu à les enregistrer. Et du coup, je vous disais, il y a 4 mois, en gros, pour vous rappeler un petit peu où on en était, je vous avais parlé à la fois de mon premier roman, dont le manuscrit est terminé, et de mon deuxième roman, dont le manuscrit est en cours, en tout cas la réécriture est en cours. Au niveau de mon premier roman, je vous racontais que j'étais allée au salon de Montreuil, qui est un salon de littérature jeunesse à Paris en décembre, et que j'espérais croiser des éditrices, et qu'en fait j'avais été déçue parce que j'avais croisé personne. Dans la foulée, j'avais reçu un refus d'une maison d'édition à laquelle je croyais beaucoup, parce que j'avais eu des premiers retours très positifs, donc voilà. Je vous avais parlé de la grande déception que j'avais vécue concernant l'édition et la publication de ce premier roman. Et je vous disais que de toute façon, je comptais faire un bilan à la fin de l'année scolaire. Donc vous noterez qu'on est fin juin et qu'on s'en rapproche pour savoir qu'est-ce que je comptais faire en fait côté édition pour ce roman. Et donc je vais y revenir très rapidement là dans l'épisode. Je vais donc vous parler de ce bilan parce que je l'ai fait et j'ai pris une grosse décision. Petit rappel avant de passer à ça sur ce que je vous disais sur le deuxième roman. En gros, donc, je préparais ma première grosse réécriture, je ramais beaucoup sur la fin, voilà, sur savoir comment terminer, comment renouer tous les fils de l'intrigue, sachant que j'ai 5 narratrices et narrateurs, etc. Donc beaucoup de sous-intrigues, beaucoup d'intrigues secondaires en fait, à bien tricoter ensemble à la fin. Et donc je vous disais voilà que j'avais imminemment une retraite d'écriture dans l'Hérault pendant les vacances donc de février, oui ça date. Et donc, je vais commencer peut-être par vous raconter ça. Cette retraite d'écriture, du coup, c'était une semaine, ça correspondait à ma semaine de vacances, et j'étais partie avec une amie qui, elle, fait du conte et de l'illustration, et on était partis aussi avec mon copain, mais bon, lui, il était pas là pour... lui, il était plutôt là pour être en vacances. Et c'était très chouette de faire ça, parce qu'en fait, j'avais déjà fait des retraites d'écriture toute seule, mais c'est pas pareil quand même de le faire avec une autre personne et de pouvoir se retrouver au moment des repas, à la fin de la journée, pour débriefer en fait, tout simplement, et se dire ça s'est passé comment pour toi. Et j'en avais besoin parce que justement je continuais à ramer sur ma faim, toujours. Et ça a été à la fois une retraite d'écriture qui m'a permis d'avancer, donc très positif, et en même temps je voyais que quand même ce roman il me posait beaucoup de difficultés. Donc mon deuxième roman qui se passe... exclusivement au moment du Nouvel An, sur 8 années, donc avec des grosses ellipses, et qui a donc ces 5 narrateurs et narratrices qui sont en 4e au début du roman et qui vont grandir et qui à la fin, quand ça finit, ils sont à la fac, me pose plein de défis techniques, continue de me les poser. Et en fait, je me suis rendu compte ces derniers mois que peut-être que je peux pas avancer vite sur ce roman. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de frustration de me dire mais pourquoi ce deuxième roman, il me prend tellement plus de temps à écrire et à réécrire que le premier que j'ai fait. Mais le premier, il était beaucoup plus simple, il n'y avait qu'un seul narrateur, il n'y avait qu'un seul lieu, il n'y avait qu'un seul temps, il se déroule sur un temps très concentré de quelques mois.
avec un héros principal, une intrigue principale. Voilà, en fait, tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je suis en train d'accepter que ce deuxième roman, il va me prendre beaucoup plus de temps parce qu'il est beaucoup plus complexe. Et je pense que ces derniers mois, pendant longtemps, j'étais vraiment à contre-courant de ça. J'essayais de lutter, de me dire non, ça devrait aller plus vite, ça devrait aller plus vite. Et en fait, là, je suis dans une autre phase d'acceptation, de me dire ça va prendre du temps, en fait. Et surtout, me rendre compte, de prendre un peu de recul et de me rendre compte que dans ce roman, je traite des thématiques qui sont difficiles. Je traite notamment des thématiques de santé mentale, d'identité de genre, qui sont pas des thématiques simples, qui sont des thématiques profondes, que j'ai pas envie de traiter par-dessus la jambe. Et donc voilà, j'en suis dans cette phase d'acceptation, de me dire, ce roman, il va me prendre beaucoup de temps, parce qu'en fait, c'est un projet à la fois complexe et profond. Voilà, profond pour moi, c'est-à-dire profond dans ce qu'il va chercher chez moi, dans les émotions aussi que ça va chercher, et pas facile à écrire à plein de niveaux différents. Et donc pas facile à réécrire, puisque j'ai déjà fini le premier jet, mais voilà. Et au moment où je vous parle, justement, je m'apprête à faire une nouvelle retraite d'écriture, beaucoup plus courte, cette fois-ci de 3 jours, sur un vendredi, samedi, dimanche, donc le week-end qui vient. Et cette fois-ci, ce sera avec une autre amie qui écrit, et ça sera dans la montagne, dans le Trièves, pas très loin de chez moi, donc je suis très très contente. Et le but de cette prochaine retraite d'écriture de 3 jours, c'est de mettre un coup dans, justement, de vraiment attaquer la réécriture, parce que jusqu'à présent, j'étais dans la préparation de la réécriture, c'est-à-dire à prendre des grosses décisions sur le roman, et notamment sur sa fin, régler des incohérences aussi, de me dire, mais attends, pourquoi tel personnage, dans tel chapitre, il habite dans une maison qui est dans tel endroit, et dans le chapitre d'après, 3 ans plus tard, sa maison, elle a plus du tout la même tête. C'est des trucs qui ont l'air bêtes comme ça, mais il faut les régler, quoi. Tiens, là, j'ai dit que c'était une maison moderne, et là, j'ai dit que c'était une maison ancienne, enfin... Voilà, il y a pas mal d'incohérences comme ça qu'il a fallu que je redresse un petit peu. Voilà, maintenant que je sais un petit peu qui habite où et qui fait quoi, je vais pouvoir réellement attaquer la réécriture. Voilà, donc ça c'est pour ce deuxième roman, qui n'a pas de titre, parce que je n'ai pas trouvé de titre, mais qui parle du Nouvel An. On va l'appeler le roman du Nouvel An. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, il y a une deuxième raison pour laquelle je n'ai pas avancé très vite sur ce deuxième roman ces derniers mois. C'est aussi que j'ai eu notamment un mois d'avril de folie où il s'est passé plein de choses que j'avais pas forcément anticipées au moment où je planifiais mon année 2024. La première, c'était cette super opportunité de faire des interviews dans le cadre du Printemps du Livre. Mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'il fallait lire les romans des personnes qu'on a invitées, donc de Sylvain Prudhomme, Julia Mali, puis on en a lu d'autres aussi avec ma complice d'interview Éléonore. Voilà, on a lu une sélection de livres et puis on a fait notre choix dans cette sélection. Il a fallu ensuite préparer les interviews, c'était beaucoup de travail, les enregistrer, les monter, les diffuser, se rendre sur place. On les a rencontrés aussi en vrai sur place au Printemps du Livre. Ils sont très, très sympas tous les deux. Et du coup, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps en avril. Puis en plus, parallèlement, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans un précédent épisode, mais de janvier à avril 2024, j'ai suivi une formation à l'animation et à la conception d'ateliers d'écriture, qui est quelque chose que je fais déjà depuis 1 an et demi. Mais voilà, j'avais déjà fait une petite formation, mais j'avais envie d'approfondir. Et donc, j'ai fait une formation beaucoup plus approfondie, avec beaucoup plus de séances, avec aussi du travail à côté. Donc, ça m'a aussi pris pas mal d'énergie et de temps, tout simplement. Et donc, pour toutes ces raisons, voilà, j'avais un printemps assez chargé. Et tout ça, ça devait se finir mi-avril. Et je me disais, bon, tu serres un petit peu les dents, et puis mi-avril... tu vas te reposer, puis tu vas enfin pouvoir consacrer plus de temps à l'écriture, à la réécriture de ton deuxième roman sur le Nouvel An. Voilà, ça c'était le plan A. Mais que s'est-il passé ? Ce qui s'est passé, c'est que la dernière semaine de mars, complètement par hasard, je voulais ouvrir mon téléphone pour regarder la météo ou je sais pas quoi, et en fait, je sais même pas comment mon navigateur m'a balancé une pub, un truc que je regarde jamais, quoi. Mais cette fois, c'était une news du journal Ouest France, donc qui est pas du tout dans ma région en plus, donc je lis pas, et qui parlait d'un appel à texte pour des romans épistolaires. Et ça a retenu mon attention parce que je connaissais le nom de la maison d'édition en question. Et je dis tiens, qu'est-ce que c'est ? Et donc je vais voir. Et donc ça, c'était la dernière semaine de mars. Et là, je vois qu'il y a un appel à texte qui est en cours d'une maison d'édition qui se spécialise dans l'envoi de romans épistolaires par la poste, littéralement par la poste. C'est-à-dire que quand vous vous abonnez, vous recevez chaque mois un chapitre du roman sous forme de lettres, dans une vraie enveloppe, en papier,
Et c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire que c'est comme si l'héroïne du roman vous était une pote à vous qui vous racontait sa vie par lettres, mais en fait ça fait un roman. Et cette maison d'édition, donc, demandait des propositions de romans épistolaires, et il fallait envoyer la première lettre rédigée et un synopsis qui racontait toute l'histoire de A à Z en disant bah voilà, dans la lettre 1 il se passe ça, dans la lettre 2 il se passe ça, et donc quelque chose d'assez conséquent, quoi, pas juste un petit résumé de 10 lignes, mais un vrai synopsis de 3 à 6 pages. Et la deadline, c'était le 30 avril. Et donc moi je vois ça fin mars, sachant que j'ai encore ma formation à finir, imminemment le printemps du livre de Grenoble, avec voilà tout le travail autour des interviews, etc. Et je me dis, c'est pas raisonnable, hein. C'est vraiment, vraiment pas raisonnable de faire ça. Bon, pas de suspense, je n'ai pas pu résister. J'avais trop envie de le faire. Parce que déjà, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui m'est très sympathique, que je suis depuis leur tout début. J'adore les romans épistolaires, c'est quelque chose que j'adore lire. Et il y avait une petite difficulté dans cet appel à texte, outre le fait que la deadline c'était le 30 avril et que voilà, c'est quand même beaucoup de travail de créer de zéro un texte qui n'existait pas, voilà, de faire un synopsis. Faire un synopsis, c'est presque aussi dur qu'écrire le roman en lui-même parce qu'il faut avoir toute l'histoire de A à Z, quoi. La petite difficulté, c'était que cette maison d'édition demandait à ce que ces romans proposés soient de la littérature de genre. Et par là, j'entends pas de la littérature générale. Moi, ce que j'écris de manière générale, vous avez dû le remarquer, c'est de la littérature contemporaine. Ça se passe dans le monde réel, avec des histoires qui pourraient vous arriver, m'arriver à moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la littérature blanche, la littérature contemporaine. On parle aussi des fois de tranches de vie. Moi, c'est ça que j'ai l'habitude d'écrire, qu'entre guillemets, je sais écrire. Mais là, il disait, en fait, ce qu'on veut, c'est soit de l'imaginaire, donc voilà, dans l'imaginaire, il y a la SF, la fantasy, le fantastique, l'urban fantasy, des choses comme ça, soit des romans d'aventure. Alors, je sais même pas exactement ce que c'est, je pense que c'est un peu comme Indiana Jones, c'est-à-dire que c'est dans la vraie vie, mais c'est très aventure, soit des polars. Et en fait, je sais pas si je vous en ai déjà parlé ici sur le podcast, je vous en ai certainement déjà parlé, en tout cas dans la newsletter. Moi, ça fait très longtemps que je rêve de me lancer dans le genre du cozy mystery. Qu'est-ce que c'est le cozy mystery ? Ce sont des polars douillés. Voilà, on utilise souvent le terme anglophone pour en parler, mais voilà, concrètement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est des romans policiers, mais pas sanglants, pas angoissants, souvent très rigolos, un petit peu à la Agatha Christie, vous voyez, des trucs où on va pas faire des cauchemars la nuit à cause de ça, on va pas s'attarder sur les détails gore du cadavre ou quoi. C'est pas des thrillers, c'est vraiment plus le plaisir d'avoir une énigme, d'essayer de la résoudre, de trouver qui c'est qui a fait le coup. Et puis souvent, il y a une galerie de personnages très haut en couleur. Et généralement aussi dans un cozy mystery, le lieu est très important et l'atmosphère est très importante. Ça va souvent être dans un manoir, au bord de la mer, ou voilà, dans un lieu souvent sympa. Généralement, un cozy mystery, typiquement, ça va se passer dans un endroit où on aura envie d'aller en vacances. Or, moi, c'est tout ce que j'aime. J'adore faire des galeries de personnages hauts en couleur, j'adore travailler le lieu, faire quelque chose de cosy, d'écrire quelque chose dans lequel on se sente bien. Et puis j'adore le mystère. Et aussi, je suis une très grosse fan d'Agatha Christie. Pour la petite histoire, l'autre jour, je me suis demandé, c'était vraiment la semaine dernière, je me suis dit, je me demande combien de livres d'Agatha Christie j'ai pu lire, parce que j'en ai vraiment lu beaucoup, je suis complètement obsessionnelle en fait. Et j'ai compté, et j'en ai lu une 50aine. C'est assez flippant quand même. Donc voilà, pour vous dire que c'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps, et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. J'adore les romans épistolaires, je me tâte à me lancer dans le cozy mystery depuis très longtemps, c'est l'occasion. J'ai donc décidé de répondre à cet appel à texte, donc ça m'a beaucoup occupée au mois d'avril. Je vous avoue que sur la fin, j'ai fait quelques nuits blanches parce que j'étais à la bourre, j'avais pas assez de temps en fait. Et j'ai décidé de faire un cozy mystery qui se passerait au Pays de Galles, dans un petit bled au bord de la mer qui s'appelle Aberystwyth, avec 2 Y dedans, dans le nom, et où j'ai passé des vacances cet été, l'été dernier, donc au mois d'août 2023, du coup. En plus des vacances en solo, donc j'avais passé 4 jours sur place, je m'étais beaucoup imprégnée de ce lieu que j'ai adoré, qui est un des bastions de la langue galloise, figurez-vous, parce que le gallois, qui est une langue extrêmement proche du breton, je l'ai appris en faisant plein de recherches, du coup, sur le Pays de Galles, est beaucoup plus vivant, a été beaucoup plus protégé que par exemple le breton en France, et il y a pas mal de locuteurs
du gallois au Pays de Galles. Et moi, j'ai ce souvenir d'être attablée en terrasse sur la promenade victorienne, la face à la mer, et d'entendre des gens qui parlent gallois autour de moi en terrasse, quoi. C'est vraiment très dépaysant, le Pays de Galles. Alors, je sais pas du tout si ce roman, il va se faire, je sais pas du tout si ma proposition va être acceptée par cette maison d'édition. En tout cas, je me suis dit que s'il le prenait pas, moi, je me suis tellement éclatée à créer les personnages, à créer le lieu, parce que du coup, j'ai inventé un lieu fictif, mais dans la vraie ville d'Aberystwyth. Je me suis tellement éclatée à travailler ce Cozy Mystery que je me suis dit, je le ferai quoi qu'il arrive. Voilà. Ça sera peut-être en auto-édition, ça sera peut-être... Mais voilà, vraiment, je me suis trop éclatée. Et dans le dossier d'envoi qu'il fallait fournir, donc avec le synopsis, etc., il fallait fournir aussi un petit résumé court de 10 lignes que je vais vous lire, comme ça vous donne un petit peu une idée du projet. Ça s'appelle Meurtre au Red Dragon. Et c'est donc un Cozy Mystery épistolaire qui se déroule au Pays de Galles. On y suit l'enquête de Lison, étudiante brestoise en année d'échange à l'université d'Aberystwyth, une petite ville sur la côte du Pays de Galles. Le week-end, Lison travaille comme barista au Red Dragon, un pub face à la mer, réputé pour sa cuisine traditionnelle, ses chambres douillettes à l'étage et son club de conversation en gallois. Chaque mois, la patronne du Red Dragon, je change d'accent à chaque fois que je le dis, désolé, organise une soirée de musique traditionnelle. C'est l'occasion pour Lison d'entendre jouer Edwin, un étudiant de master qui lui donne des cours de gallois et pour qui elle a comme un faible. En ce vendredi de novembre, la pluie s'abat sur les fenêtres du pub, la cheminée crépite et la harpe celtique répand sa mélodie envoûtante. Dans l'air flotte l'odeur du cawl, ragoût de mouton préparé par Darren, le cuistot irascible que tous détestent. Quand Darren est retrouvé mort à la fin de la soirée, Lison a des raisons de craindre que son bel Edwin y soit pour quelque chose. Pour en avoir le cœur net, elle décide de mener l'enquête. Bon, je me suis énormément éclatée à créer cette histoire. Vraiment, c'était que du kiff. Donc je devrais avoir une réponse normalement dans l'été, j'espère. Tout ça, c'était pour vous dire pourquoi j'ai pris aussi beaucoup de retard dans la réécriture de mon deuxième roman, parce que j'étais très occupée avec cet appel à texte. Mais donc ça s'est terminé le 30 avril. La deadline, c'était 30 avril à minuit. Je crois que j'ai envoyé un truc à 22h30. J'étais vraiment pas en avance. J'en viens donc au dernier point de cet épisode de bilan, parce que oui, décidément, j'avais pas mal de choses à vous raconter. J'en reviens à mon premier roman. Mon premier roman, donc, dont le titre de travail, c'est J'ai dû me planter dans la saison, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. Je vous avais même, si ça vous intéresse, si vous l'avez pas entendu, je vous ai même lu le premier chapitre. C'est donc un roman d'apprentissage qui se passe le temps d'une saison estivale dans un musée du thé. C'est un jeune homme de 21 ans qui en gros cherche son identité à la fois professionnelle, sexuelle. Il se cherche, voilà. Eh bien, ce premier roman, qui est donc déjà à un stade très avancé, puisque je l'ai réécrit, je l'ai fait bêta-lire, etc. C'est celui que j'envoie aux maisons d'édition depuis un an. J'ai commencé au printemps 2023, donc j'ai passé un an à le soumettre à différentes maisons d'édition. Aucune ne l'a accepté, comme on peut s'y attendre, c'est assez courant pour un premier roman. En tout, je pense que je l'ai envoyé à 30 ou 35 maisons d'édition, je sais déjà plus. Et il s'est passé 2 choses concernant ce manuscrit ces derniers temps. Là, au mois de juin, en gros, il s'est passé 2 choses. La première, c'est que... Non, en fait, il s'est passé 3 choses. La première, c'est que j'ai envoyé ce manuscrit à un concours qui s'appelle les Murmures littéraires. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un concours qui est destiné plutôt à des jeunes autrices, jeunes auteurs, des gens qui débutent dans le monde de l'écriture, de l'édition. Et le principe, c'est qu'il y a tout un tas de juges bénévoles qui lisent bénévolement les manuscrits qui sont envoyés pour le concours et qui font des fiches de lecture. Sur base de ces fiches de lecture, on passe différentes étapes. Donc, il y a une première phase de tri, puis une deuxième, et puis il y a la finale. Et donc là, j'ai appris le 1er juin que mon manuscrit était finaliste. Et donc, on n'est plus qu'une douzaine de romans en lice dans la catégorie contemporain, parce que il y a plusieurs catégories dans ce concours. Il y a la catégorie fantasy, la catégorie polar, etc. Et donc moi, je suis dans la catégorie roman contemporain. Et donc, on est une douzaine en lice. Et donc ça, je l'ai appris le 1er juin. J'étais très contente. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait un coup de boost, comme vous pouvez vous en douter, après tous les refus de maison d'édition que j'ai eus, de savoir que mon roman était quand même apprécié, qu'il y avait 2 juges qui l'avaient jugé digne de passer à l'étape suivante du concours. Voilà, je suis officiellement finaliste des Murmures littéraires 2024. Et normalement, on devrait connaître les lauréats et lauréates le 17 août. Donc voilà, rendez-vous le 17 août pour en savoir plus.
une chose très très chouette avec ce concours d'écriture, c'est que comme il a pour but d'aider aussi les personnes qui y participent à s'améliorer, à retravailler leur manuscrit, eh bien, j'ai reçu les 2 fiches de lecture des 2 juges qui ont lu mon texte pour la première étape. Et donc, j'ai reçu un document de 38 pages, super détaillé, avec plein de retours sur mon texte. Et je trouve ça génial parce que c'est énormément de travail de faire ça. J'en sais quelque chose. Moi aussi, j'ai été amenée à faire des bêta-lectures. C'est très précieux, donc c'est vraiment chouette. Et puis en plus, voilà, c'était des commentaires. Bien sûr, il y a plein de points d'amélioration qui sont très intéressants, mais il y a aussi pas mal de commentaires élogieux. Forcément, c'est leur avis était favorable pour que je passe en finale. Et ça me fait beaucoup de bien aussi, voilà, pour avoir confiance dans ce manuscrit. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 4 autres personnes qui vont lire le manuscrit d'ici mi-août. Et sur cette base-là, je saurai du coup si je suis lauréate ou pas. Et ensuite, je recevrai à nouveau ces 4 fiches de lecture détaillées de ces 4 autres personnes. Donc je vais avoir plein de retours très argumentés, très constructifs sur mon roman. Donc voilà, c'est très précieux pour améliorer son écriture, améliorer sa technique, et aussi pour savoir, mine de rien, qu'est-ce qui marche dans un roman, qu'est-ce que les gens ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'en lisant les retours que j'ai reçus, ça collait énormément à les retours que m'avaient fait à la fois mes bêta-lectrices et bêta-lecteurs, et aussi les 2 maisons d'édition qui avaient pris le temps de me faire des retours détaillés. C'est-à-dire qu'en gros, les gens aiment les personnages, la galerie de personnages haut en couleur, l'atmosphère et le style. Voilà, en gros, le lieu, le style, tout ça. Donc bon, c'est cool. Voilà, je connais un petit peu, ça m'aide à connaître les forces de mon roman. Ce qui me permet de faire une transition vers la suite. Ça va bien m'aider quand il s'agira de le vendre. En tout cas, d'en parler. Et de construire tout le marketing, parce que j'ai décidé, voilà, j'ai passé 1 an, depuis le printemps 2023, à proposer ce texte à des maisons d'édition. On m'a fait des retours positifs, mais personne n'a souhaité l'intégrer dans son catalogue de publication. Du coup, je suis arrivée à cette décision de dire, c'est pas grave. J'ai tenté la route de l'édition traditionnelle pour voir aussi, parce qu'il y a plein d'avantages à travailler avec une équipe d'édition, etc., parce que c'est une aventure que j'ai envie de vivre. Mais vraiment, c'est sans regret que je vous dis aujourd'hui que je vais auto-éditer ce roman. J'ai pris cette décision il y a à peu près 1 mois, et depuis que j'ai pris cette décision, je vous jure, ça m'apporte énormément de joie, d'énergie et de motivation. Parce que je me dis, il va exister ce livre. En plus, là, les retours positifs que j'ai reçus dans le cadre du concours des Murmures littéraires, ça m'encourage encore plus à le faire parce que, en gros, les gens, ils me disent qu'ils ont pris du plaisir à le lire et ça me donne envie de le partager, ça me donne envie de vous le faire lire, ça me donne envie de lui offrir une belle correction professionnelle et une belle couverture et de lui donner sa chance à ce livre. Donc voilà, en ce moment, je suis là-dedans, je suis en train de regarder comment on fabrique un livre, je suis en contact avec des prestataires, je regarde les imprimeurs, les correctrices. Et ça m'apporte vraiment beaucoup de joie. Un petit peu de peur aussi, forcément. Et puis évidemment, le fameux syndrome de l'imposteur qui revient régulièrement et qui vient te dire « Mais qui es-tu pour penser que ton livre vaut la peine d'être lu et que des gens vont vouloir l'acheter ?» Bon, ça c'est classique. Je commence à m'y habituer à cette petite voix qui revient à peu près 2 fois par jour, en moyenne, le matin et le soir en général. Voilà, les retours positifs du concours m'aident aussi, voilà, à répondre à la petite voix. Mais si, regarde, les gens ils prennent du plaisir, donc ça vaut la peine de le partager. Et donc suite à cette décision de m'auto-éditer, j'ai pris 2 autres assez grosses décisions pour ce premier roman. La première, c'est que je voudrais le lancer au printemps 2025. Voilà, donc je me laisse quand même beaucoup de temps pour prendre le temps justement d'apprendre comment est-ce qu'on fait pour faire une correction professionnelle, pour faire une belle couverture. Donc il faut que je trouve une illustratrice. Pour faire ça bien, j'ai vraiment envie de le faire de façon professionnelle, en faisant appel à des prestataires professionnels. Enfin voilà, je veux faire ça bien, tout simplement. Et donc ma décision, c'est de le lancer au printemps parce que c'est un roman qui commence au printemps et qui se passe principalement pendant l'été. Et donc j'aime bien l'idée de le lancer à la bonne saison. Puis bon, ça me laisse aussi du temps, voilà, pour me former, pour le fabriquer, entre guillemets. Et j'aimerais le lancer à travers une campagne Ulule. Donc Ulule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de financement participatif. Enfin moi, en tout cas, je le vois plus comme une plateforme de pré-vente. C'est-à-dire qu'on propose aux gens de précommander le roman et les sous de ces préventes permettent justement de finaliser la fabrication, c'est-à-dire l'impression, éventuellement la correction, l'illustration, etc. Et puis pour que ça soit bien fun, on propose aussi des
des petits goodies. Ça va être tellement l'éclate parce que voilà, moi, c'est un roman qui se passe dans un musée du thé, donc vous vous doutez bien, il va y avoir du thé, il va y avoir des trucs cool. Vraiment, je m'éclate à réfléchir à ce que je vais faire dans ma campagne, même dans la façon dont je vais communiquer autour. Ça me motive de ouf. Je me sens reboostée de me dire que dans un an, mon livre, il existera en fait. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ça me fait plaisir de vous en parler officiellement aujourd'hui aussi dans le podcast parce que c'est un truc que j'arriverai pas à faire toute seule. J'en parle beaucoup à mes amis en ce moment autour de moi. Et voilà, je leur ai dit, je vais avoir besoin de vous parce que ça me fait quand même bien peur, cette aventure. J'ai envie que ça soit aussi une aventure collective et c'est pour ça que j'aime l'idée de la campagne Ulule. C'est parce que c'est quelque chose qu'on vit collectivement aussi. Voilà, donc ça c'est la première grosse décision que j'ai prise quant à l'auto-édition. Et la deuxième grosse décision, c'est quant au titre de ce roman. Parce que donc ça fait à peu près, je sais pas combien de temps ça fait que j'avais ce titre de J'ai dû me planter dans la saison, qui franchement me satisfaisait pas. C'était un titre par défaut. Je me disais, j'ai pris celui-là parce que je trouve pas mieux. Enfin, en vrai, j'avais trouvé mieux, mais c'était des titres qui étaient déjà pris. Genre, j'avais trouvé des titres, j'étais là, ah, mais ça, c'est génial! Et en fait, après, ils étaient tellement géniaux qu'en fait, ils existaient déjà. Et du coup, j'ai refait beaucoup, j'ai réécouté des podcasts sur comment choisir le titre de son roman, j'ai fait beaucoup de brainstorming, et finalement, j'en suis arrivée à une liste de 5 titres qui me plaisaient bien. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une fausse couverture, une couverture provisoire qui n'est pas du tout la vraie couverture du roman, mais voilà, sur Canva, j'ai fait une espèce de simulation où j'ai mis 5 couvertures, 5 fois la même couverture, mais avec les 5 titres différents, pour visualiser un petit peu ce que ça donne, et je l'ai envoyé, donc c'est ça que j'ai envoyé à mes proches. Et très clairement, il y avait un titre, et ça tombe bien, c'était également mon préféré, qui remportait l'adhésion très très largement au-dessus des autres. Et ce titre, c'est donc le titre officiel de ce roman, et ce n'est plus un titre provisoire, ce sera son titre qui aura sur la couverture et sous lequel il va sortir. Et ce titre, c'est Tant pis pour le thé. Je suis trop contente de vous l'annoncer officiellement. Comme ça, je peux plus changer d'avis. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est un roman dont j'ai eu l'idée en 2017, que j'ai commencé à écrire en 2019. C'est qu'aujourd'hui, en 2024, que je lui trouve enfin son titre. Mais par contre, vraiment, je suis contente. Je sais que c'est le bon titre pour ce roman. Tant pis pour le thé. C'est le bon titre, je pense, parce que déjà, ça parle de thé. Et c'est quand même un aspect important de ce livre. Ça se passe dans un musée du thé. Et j'ai beaucoup fait de recherches sur le thé pour que ça soit réaliste à ce niveau-là. Et donc voilà, les geeks de thé devraient apprécier cet aspect-là. Et puis aussi, il y a le côté un petit peu mélancolique qui était important pour moi parce que c'est un roman où les gens soulignent à la fois ça, le fait que c'est assez drôle et assez mélancolique. Et je voudrais pas que dans la façon dont je présente ce livre, que ce soit le titre, la couverture, le résumé, je voudrais pas que les gens pensent que c'est un feel-good très très léger, très roman de plage, parce que c'est pas le cas. Il est cosy, il est douillet, et il est aussi mélancolique. Et c'est important, je pense, que ça ressorte notamment dans le titre. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode numéro 33 de la page sensible jusqu'au bout. J'espère que ce petit bilan d'écriture vous a intéressé. Et je me demande si tout ce que je vous ai raconté vous a pas suscité des questions, parce que tout ce que je viens de vous raconter, je l'ai évidemment raconté à des amis, et à chaque fois ils me disaient « Oh là là, mais moi j'ai plein de questions !» Et je me suis dit que ça pourrait être vachement sympa, si vous le souhaitez évidemment, que vous m'envoyiez vos questions, et ça peut être des petites questions de rien du tout, juste des petites questions de curiosité par mail, et que moi j'y réponde de vive voix dans un prochain épisode de podcast. Je sais pas ce que vous en pensez. Je connais des gens qui font ça en podcast, et en général c'est des épisodes que j'adore écouter, où ils reçoivent des questions par mail et ils y répondent. Et je pense que j'adorerais faire ça, parce que moi je vous raconte tout ça, mais je sais pas vous, quelles connaissances vous avez du monde de l'édition, de l'écriture. Ça se trouve, il y a des questions que vous vous posez auxquelles moi je pense pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, vraiment ça me ferait trop plaisir d'y répondre de vive voix. L'adresse c'est contact@marionjosserand.fr, de toute façon elle est notée dans la description de chaque épisode, donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir de faire ça. Et en parlant de mail, pour connaître les coulisses du podcast et recevoir toutes mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui devrait sortir à la fin de l'été et dans lequel on parlera sûrement plus de lecture.
mais dans lequel j'aimerais aussi pouvoir vous donner des nouvelles, j'espère, de l'appel à texte pour les romans épistolaires et bien sûr du concours des murmures littéraires, dont les résultats seront le 17 août. Donc voilà, rendez-vous à la fin de l'été pour parler de tout ça. Je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, je vous souhaite un bel été, bien sûr, de belles lectures.